Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. J'avais fait un direct le 26 septembre pour la commémoration des rapatriés, que ce soit rapatriés harkis, militaires. Quand je dis militaires, les harkis c'était des militaires. Je me comprends, contingent. Et aussi de l'Indochine, ceux qui ont fait l'Indochine. J'ai participé à la commémoration qui s'est réalisée à Saint-Étienne. Ça s'est très bien passé. Les anciens combattants, ceux qui restent, étaient formidables, gentils. Le colonel de l'armée, toujours aussi magnifique, toujours aussi poli, souriant, aimable, à la portée du citoyen. Il y avait aussi notre préfet de Saint-Étienne aussi, très aimable, qui a très bien lu son texte sur la commémoration, sur l'hommage aux rapatriés. Il y avait aussi le nouveau directeur de l'ONAC, un homme très gentil, prêt à faire de belles choses pour les rapatriés. Et lui aussi à la portée du citoyen. Il y avait aussi des groupes de militaires que je leur remercie de ce qu'ils ont fait, qui sont venus et ils ont fait une petite patrouille, ils ont fait des tas de trucs. Ils étaient très aimables aussi. Il y avait le soleil, c'était magnifique. La commémoration était belle. Il y avait les bureaux politiques, la mairie, le département, la région et d'autres organismes et associations des rapatriés. Et je les remercie aussi parce qu'ils ont fait une belle chose. Et moi, j'ai essayé de faire un direct, on ne me voyait pas, ça s'est passé très mal. C'est pour ça que je le refais en vidéo. J'ai pas eu le temps de le refaire jusqu'à maintenant. Et cette première vidéo, je la consacre. Je vais la consacrer aux harkis. Voilà. Et aux rapatriés. Et aux anciens combattants. Je commence ma conférence. À tous mes amis du monde entier, que ce soit simple citoyen, que ce soit politique, qu'ils ont, peu importe la religion, je le redis, j'aime tout le monde. Je vous fais cette conférence, je vous la dédie. Cette journée du 25 septembre, c'était une journée commémorative. Des harkis, des rapatriés. Moi, la poétesse arlésienne, enfant de rapatriés, dont mon père a été l'ami du Bachaga Boualam, responsable de la communauté des harkis de Mastibert, que j'ai connu, je leur rends un grand hommage à ces valeureux soldats qui ont servi notre patrie, la France. Je salue aussi la communauté harki de la Loire, tout particulièrement Saint-Étienne, 42. En cette journée commémorative des harkis, qui ont suivi notre France, où j'expose des dessins, malheureusement vous ne les verrez pas, parce que la mairie ne m'a pas donné de salle. Le département non plus. Des soldats de l'armée française, ainsi que des tableaux, ainsi que mon livre que je dédicace. Malheureusement, vous ne verrez pas tout ça, parce que je fais la vidéo chez moi, et dès que j'ai une salle, je vais exposer, je me ferai filmer, et vous verrez tout ça, mes amis du monde entier.
En mars 1962, les accords d'Évian sont signés. Les Français quittent alors l'Algérie et abandonnent les harkis et certains musulmans français de la loi Mérieux qui ont choisi leur patrie, la France. Nombre d'entre eux sont considérés comme des traîtres. Ils sont torturés et exécutés par milliers. Les 60 millions d'Algériens ayant réussi à fuir en métropole sont accueillis dans des camps isolés, insalubres. Le Bachaga Saïd Boualem, fils d'une ancienne famille de notables de Beni Boudouane dans le département de Bonne, gradé capitaine pendant la Seconde Guerre mondiale, décoré par la Croix de guerre, Croix du combattant et de la valeur militaire, responsable de l'Ouarsénie, de l'Arcade de la région, sous la responsabilité de l'ex-colonel Jean Garde, membre de l'OAS. Durant les combats, il perd 17 membres de sa famille, dont un de ses fils, Abdelkader. Je vous parle du Bachaga Boualem. En 1945, il devient caïd du douar des Beni Boudouane. Il se rallie au général de Gaulle en 1958. Devient député à Orléansville. Orléansville, maintenant, elle s'appelle Chlef. Sur la liste d'UNIR, Union nationale pour l'intégration et le renouveau. Il siège aussi à l'EAS, LEAS, puis du regroupement national de l'unité de la République. En 1959, il est maire de Beni Boudouane et conseiller général d'Orléansville. En 1960, il préside la création du Front Algérie française, le FAF. Rapatrié d'Algérie le 18 mai 1962, avec une maigre partie des harkis et sa famille. Il se retire à Mastibert, à 18 km d'Arles. Il est nommé à la commission nationale chargée de l'étude des problèmes des Français musulmans de France en 1979. Il meurt le 8 février 1982. Un de ses fils prend la succession et quand il décède, c'est M. Gelfout Kader, que je connais bien, qui prend la relève. Et à l'heure actuelle, c'est le neveu du Bachaga, Ali, et certains autres qui font partie de la communauté qui prennent la relève. Maintenant, je vais vous parler des camps. Le premier camp était situé à Larzac, au Puy-de-Dôme et à Bourg-l'Arcic dans la Drôme, dont ce dernier, comme la plupart des camps, se situe dans une forêt. Vous allez me dire pourquoi une forêt. Je vais vous expliquer. Quand ils sont arrivés en France, les harkis, à Marseille, Gaston Defer, qui était maire à l'époque, a dit les harkis et les pieds noirs à la mer. Il ne les voulait pas. Et quand on les a éparpillés dans les villages ou dans les villes, les citoyens ne les voulaient pas. Alors ils ont été obligés de les mettre dans les forêts, dans du préfabriqué, à la va-vite, parce qu'ils n'avaient même pas d'endroit où les mettre, sans eau. Il fallait faire 1,5 km pour avoir de l'eau. Les cabinets, des fois, c'était des trous.
c'était vraiment un génocide qu'on a fait aux harkis. Et les citoyens français de l'époque ne devraient pas être fiers pour tout le mal qu'ils ont fait aux harkis. Ils n'avaient pas le droit dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et tant d'autres choses. Voilà. Je continue. À Bourg-Larcic, il n'y avait que des tentes, avec des robinets pour l'eau. Pas d'hygiène, pas de confort. Quand les robinets étaient gelés, ils ramassaient de la neige, la faisaient fondre pour avoir de l'eau. Ces camps-là étaient du provisoire. Les harkis ont été évacués à Bias et à Saint-Maurice-l'Ardoise. Le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise connaît une évolution similaire que celui de Bias. Les conditions de vie dans les camps, je vais vous parler de ça. L'organisation de la famille ou de la vie familiale, si vous voulez, s'est heurtée à d'importantes contraintes matérielles. Promiscuité du fait de l'occupation des tentes par plusieurs familles ou de la superficie insuffisante des logements attribués. Insalubrité, WC extérieur ou trop dans la terre, comme je vous l'ai dit crûment. Dépourvu d'eau courante, douche collective peu accessible mais payante. Voilà. Manque de couchage, mais aussi des chaises, une par famille. Et après, vous dormez par terre. Et surtout, certaines familles souffrent de déséquilibre, déséquilibre alimentaire. Je perds un peu la voix. Les camps d'accueil sont des camps militaires, très sévères, avec un couvre-feu à 22 heures. Les enfants ne sont pas scolarisés dans les écoles du village. Et je vous ai expliqué le pourquoi. C'est que les Français en France étaient xénophobes. Très xénophobes. Ils s'en foutaient que c'était des militaires qui avaient combattu pour la France, alors que eux, ils étaient cachés dans leur maison en France. Chaque camp d'accueil fonctionne de manière autonome, en autarcie, avec son règlement propre édicté par le directeur du camp. C'est ainsi que le règlement intérieur du camp de Bias impose aux familles la levée des couleurs et le couvre-feu à 18 heures, ou bien 22 heures, cela dépendait d'où ils étaient. La note de service du directeur du camp donne un aperçu d'une situation qui reste exceptionnelle. L'administration contrôle également le courrier, les colis, tout est ouvert, tout est volé par les militaires et par les gens qui les gardaient. Et oui, c'est comme, ça me faisait penser à la guerre d'Allemagne, quand les Juifs étaient dans les camps. C'est exactement la même chose. Il y a même eu des viols, des maltraitances. L'usage des douches est aussi réglementé, comme je vous le disais. Limité à une fois par semaine et facturé à 0,08 €. Puis il y a eu la fermeture progressive et définitive des camps, le reclassement, la dispersion. Assez rapidement, certains anciens harkis ont pu s'établir à l'extérieur de ces camps, soit pour aller vers d'autres structures encadrées, les hameaux du forestage, soit pour s'établir en dehors de toute structure. Par exemple,
Dans le village de Saint-Valérien, dans l'Yonne, grâce à des initiatives privées et au soutien du ministère des Rapatriés en 1964. Il y a eu aussi dans la Somme des familles kabyles originaires de la communauté d'Iflissène en Algérie, c'est-à-dire en Kabylie, s'installent à Poix de Picardie sous la protection de la famille Abdellatif. L'action conjuguée d'un lieutenant et de son sergent-chef a permis l'installation à Vic-le-Comte, dans le Puy-de-Dôme, d'une centaine de personnes originaires du même douar. C'est magnifique. Le jumelage de la commune de Château-Renaud en Indre-et-Loire aussi, avec la commune d'Aris avant l'indépendance de l'Algérie, ainsi que la possibilité de trouver un emploi dans l'industrie de la chaussure, ont ici aussi aidé les familles de harkis à s'adapter plus facilement. Je vais vous parler du hameau du forestage maintenant. Comme on l'a vu précédemment, les camps de Bourg-Larstic et de Larzac sont fermés avant l'hiver 62. Le camp de Rieswald ne compte plus à la fin de l'année 64 que quelques familles jugées inaptes à tout reclassement. L'armée ferme alors le camp et la vingtaine de familles restantes s'installent à proximité immédiate du camp Joffre, dans un hameau appelé Cité du Réard, dont la construction est décidée par le maire de Rieswald. Trop loin pour être géré, trop loin pour être intégré à la commune et géré, seulement rattrapé par le développement de la zone d'activité économique par l'ouest et par des inondations à répétition par le sud, la destruction de la cité du Réard a commencé le mercredi 28 octobre 2015. Et je tenais à parler aussi que l'armée avait décidé, le gouvernement qui a dit à l'armée, de prendre des enfants de harkis et de les mettre dans des camps spéciaux pour les former comme militaires et leur faire une certaine éducation. Ça a été très dur pour les parents de laisser leurs enfants partir comme ça. En revanche, les camps de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardoise ne connaissent pas le même destin. La situation générale des familles a peu évolué depuis leur arrivée. La discipline, le pouvoir hiérarchisé, la promiscuité entre les résidents, l'insalubrité des logements, la précarité sanitaire, sociale et économique sont des facteurs qui conduisent les jeunes de ces deux camps et des hameaux forestiers à une révolte en mai 1975. Je connais un harki qui a une association sur Arles qui s'appelle Ossine Louanchi. Il a fait cette révolte et continue jusqu'à maintenant son combat pour la cause harki et pour la vraie reconnaissance. Certains harkis ne l'aiment pas parce qu'il faut vous expliquer que dans la communauté harki, les associations ne s'entendent pas, ce qui est dommage. Normalement, toutes les associations devraient se réunir et combattre et faire le même combat. Je sais qu'ils vont me spolier. Ils vont dire de quoi je me mêle, pourquoi je dis ça, mais c'est l'exacte vérité. Et j'ai aussi des preuves. Des preuves, parce certaines associations n'aident pas les gens. Voilà.
Les gens, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne savent pas où aller quand ils sont dans le pétrin. Mais ce n'est pas toutes les associations. Certaines associations font leur travail. Je tenais à le dire. Et oui. Alors je vais vous parler de M. Louanchi, qui est d'Arles, et qui a une bonne association, et qui mène son combat depuis 1975. À Saint-Maurice-l'Ardoise, la crise est telle que le directeur du cabinet, c'est suite à cette révolte, propose dans son rapport adressé le 23 mai à la direction de la population et des migrations de relever de ses fonctions l'ensemble de l'administration européenne de la cité. Oui, beaucoup de xénophobes dans l'administration française. Je le rajoute. Dans ce contexte, le Conseil des ministres du 6 août 1975 prend la décision de fermer les camps et les hameaux du forestage. Cependant, si la tutelle administrative disparaît, toutes les familles de harkis ne quittent pas les lieux d'accueil et ces structures subsistent après 1975, après la révolte. À Saint-Maurice-l'Ardoise, un dispositif d'aide à la recherche de logements mis en place par la DDASS permet à des familles de quitter le camp. De 1975 à 1976, le reclassement des dernières familles se déroule à un rythme inégal. Voilà, comme d'habitude, il y a beaucoup d'inégalités. Voilà, il y a beaucoup de préférences. Malgré les dispositifs mis en place, le programme de relogement n'atteint pas ses objectifs. Dans une lettre qu'il adresse au préfet, le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, se plaint notamment des mesures discriminatoires dont sont victimes les anciens harkis et du fait que le programme de relogement financé au titre du groupe interministériel permanent pour la résorption de l'habitat insalubre se réalise trop lentement. Sur 500 logements programmés en 1975, à peine plus d'un dixième est achevé. À la difficulté d'être relogé s'ajoute pour les familles la difficulté de s'adapter à un environnement social, économique et culturel qui leur est étranger du fait de leur long isolement. Ils les ont isolés comme des animaux, excusez-moi le terme. Ça fait qu'ils ne connaissaient rien. Même si pourtant les harkis, c'est des gens comme les autres, ils sont intelligents, voilà, et c'est de belles personnes. Même s'ils ont vécu dans une grande précarité, les plus âgés sont finalement réticents à quitter les camps, ayant vécu depuis leur rapatriement pour certains, ou depuis leur naissance pour d'autres, dans un monde clos et isolé. Les jeunes aussi parviennent difficilement à s'adapter à l'extérieur. En témoigne la fréquence des retours au camp de ces jeunes qui, l'ayant quitté pour entrer au collège ou suivre une formation professionnelle, y revenaient devant le constat de leurs difficultés ou de leur peur à vivre ailleurs que dans le camp. Depuis de longues années, les harkis se battent pour la vraie reconnaissance. Ce dossier est explosif, je l'ai toujours dit, et j'ai toujours été critiquée par tout le monde, que ce soit par les harkis ou par les autres. Ou le rapatriement, le dépouillement de leur aide financière dans les camps, la maltraitance, le mal accueilli des élus, de la population française, le génocide et l'abandon des harkis par le gouvernement français qui se sont fait torturer, assassiner. Cette reconnaissance nationale, ils y ont droit et tout doit être régularisé à leur valeur. Eux, les oubliés de la République,
qui, pour les calmer, on leur donne au compte-gouttes, en faisant en 2019 une commission avec des représentants qui n'ont pas osé expliquer les vrais problèmes, car la population harkie se sent oubliée, les petits harkis se sentent oubliés. Ils n'ont pas parlé d'eux. Alors qu'ils étaient là pour défendre leur Algérie française, leur patrie, la France. Oui, les harkis étaient bons pour faire la guerre d'Algérie. Même certains ont été menacés par des militaires qu'on les tuerait et qu'on tuerait toute leur famille s'ils faisaient cette guerre d'Algérie, qui combattait pour la France. Et depuis, ils sont insultés par les Algériens d'Algérie qui ne comprennent pas cette guerre et par les Français aussi qui les critiquent. On les appelle des traîtres, harkis, halka. Mais c'est pas ça. Harki, c'était le nom d'une tente, la tente où dormaient les militaires harkis. Ils l'ont déformé en inventant un mot, ce mot comme traître. Et je le dis, je le redis, harki ne veut pas dire traître. Je sais que je vais être insultée, qu'on va me dire de tout, mais ce n'est pas grave. Un mot, c'est un mot. Voilà. Et maintenant, ça fait plus de 60 ans, je pense que la jeune génération doit comprendre cette guerre. La jeune génération doit arrêter d'écouter n'importe quoi de ce qu'ils disent des gens et la famille, ou bien, voilà, ou dans les écoles et tout ça. Il faut savoir ce que c'est. Il faut que les jeunes fassent la réconciliation. La réconciliation des peuples. Il y a une mer au milieu. D'un côté, il y a l'Algérie, de l'autre, il y a la France. Et les Algériens d'Algérie aiment la France. Je viens même d'apprendre que dans les écoles privées, le français va être enlevé. C'est du racisme, ça. C'est pas autre chose. C'est dommage, parce que tous les gouvernants algériens, la noblesse algérienne, ils vont en France. La plupart du temps, ils sont rien qu'ici. Même ceux qui travaillent dans les consulats, eux de partir à la retraite, ils partent en Algérie, ils retournent chez eux. Eh bien, ils restent en France. Ils demandent la nationalité française. Parce qu'ils préfèrent vivre en France. C'est pour ça qu'il faut une réconciliation des peuples. Tout ce que je vous ai résumé, comme je viens de vous le dire, dans cette élocution, dans ma conférence, c'est mon ressenti à moi en tant que poétesse. Et à cet effet, j'ai édité un livre et je vais sortir un livre qui n'est pas politique, un livre qui explique la création de l'Algérie, avant qu'elle s'appelle Algérie parce qu'elle n'avait pas de nom, jusqu'à l'indépendance. C'est un parcours historique que j'ai fait, que je vais sortir bientôt. Et j'ai fait aussi des dessins sur mon livre. Et là, maintenant, je viens d'apprendre que M. Amoumou, qui est harki, ou certains disent qu'il est harki, certains disent qu'il n'est pas harki, mais en tout cas, il est reconnu comme harki, a eu la préférence par le gouvernement français de créer une fondation. Je trouve que c'est pas normal, que c'est pas logique. Normalement,
il y aurait dû avoir un vote dans une assemblée Harki pour élire celui qui serait capable de tenir une fondation Harki. Parce que nommer une personne alors qu'il y en a des millions qui sont là, ce n'est pas juste. Alors j'en appelle à Emmanuel Macron, j'en appelle à M. Gérald Darmanin, j'en appelle à la ministre, première ministre et à tous les ministres de penser à ce que je viens de dire, de faire un vote pour élire une personne Harki qui soit capable de faire de cette fondation Harki quelque chose d'admirable, mais pas de mettre une personne par connaissance, ce qui ne serait pas légal. C'est ma pensée de poétesse, comme toujours. M. Amoumou me connaît. Et M. Amoumou, il me toise de haut. Parce qu'il se croit meilleur que moi, parce qu'il a un poste mieux que moi. Oui, il a un poste mieux que moi, il se croit, il a de l'argent mieux que moi. Voilà. Alors, il se croit dans la noblesse et tout ça. Certains Harkis sont comme ça. Mais moi, je suis simple, je suis une simple poétesse. J'aime tout le monde, dans le monde entier. Et les gens me le rendent bien. C'est ça qui me satisfait. Parce que lorsque nous partons une main devant, une main derrière. C'est comme ça qu'on dit en Provence. Ça veut dire vous n'emportez rien avec vous. Vous n'emportez pas votre or, vous n'emportez pas votre argent, rien du tout. Et sur ce fait, j'espère que ma conférence vous aura plu. J'aimerais bien avoir des commentaires. J'aimerais bien avoir des j'aime, des abonnés en plus. Et je tiens à dire que je fais cette conférence Harki, mais ça ne m'empêche pas d'aimer le peuple algérien et d'aimer l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est un pays magnifique. Il y a tout ce qu'il faut en Algérie. Ah oui, celui qui voit l'Algérie une fois ne l'oubliera jamais. Parce que l'Algérie l'attrape et l'adopte, et c'est un de ses enfants. Au revoir les amis, à bientôt.